à ce débat. Françoise Benamou du Cercle des économistes. Emmanuel Jessua qui arrive et qui va porter, lui, les couleurs de COE Rexecode. Et notre témoin sera André Langkrug-Pietri, le Jedi de l'Europe. Le Jedi étant le Joint European Disruptive Initiative, mettant mon anglais à rude épreuve. Cher André, prenez place. Alors, le débat, et plutôt la table ronde, s'intitule « Dans 10 ans, l'Europe sera-t-elle en tête de course ?» C'est une question prétentieuse. Allez, Françoise, tu réponds en premier. Oui, pour réfléchir à cette question, déjà, il faut peut-être se demander pourquoi on n'y est pas, surtout notamment dans le domaine du numérique, où on a passé son temps à dire qu'on allait créer des champions nationaux et puis ils ne sont pas arrivés, ou presque pas, parce qu'il y a quand même quelques belles réussites. Alors, il y a des raisons objectives, et c'est peut-être ce qui permettra ensuite de faire des propositions. Un, pas de marché unifié, c'est une évidence, hein, ni par la langue, ni par les usages de consommation, etc. Deuxièmement, ce morcellement du marché... à ce morcellement du marché a correspondu un éparpillement des moyens, c'est-à-dire on a beaucoup mis d'argent ici et là et ailleurs, etc., en se disant, ben voilà, on va peut-être tomber sur la bonne entreprise au lieu de plutôt concentrer un petit peu les moyens. Troisièmement, marché divisé, non seulement divisé, mais avec des erreurs stratégiques ou avec vraiment des clivages stratégiques. Alors, il n'y a pas que la question de la fiscalité avec le Luxembourg et l'Irlande, mais il y a aussi, par exemple, quand on s'est battu pour l'installation des GAFA et des centres de recherche des GAFA dans les différents pays, et nous, on s'est battu, on a obtenu, la France, l'installation de ces centres de recherche. En même temps, je crois que c'est un peu à courte vue, parce que déjà, la Silicon Valley a une tendance prédatrice sur nos ingénieurs, sur les meilleures compétences, mais en plus, maintenant, non seulement ils le font pour ceux qui partent dans la Silicon Valley, mais en plus, sur place, maintenant, à Paris, il y a cette tendance prédatrice. Le troisième élément, l'Europe est manifestement un relais de croissance pour les GAFA, parce que au départ, les GAFA se sont dit, ben voilà, on a des marchés mondiaux, et puis la Chine notamment n'est visiblement pas ouverte, et donc pas de relais de croissance, et du coup le relais de croissance c'est l'Europe. Et enfin, la logique économique de beaucoup de startups, c'est de se faire racheter, et on voit tout à fait la rationalité qu'il y a à ça. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les questions, disons les solutions, si je puis dire, elles sont multiples. D'abord, il faut créer... Je m'arrête? C'est ça? Je reprends. Il me reste 2 minutes, pardon. Il faut créer un environnement juridique, hein, évidemment, de marché du travail, financier, et on reviendra sur cette question, parce que ce qui est très frappant, c'est qu'il y a de l'argent pour le démarrage et pas assez pour le développement. Et je peux donner peut-être un seul chiffre, parce qu'après, je crois que j'aurai fini mon temps. En 2016, les capital risqueurs ont investi 6,5 milliards d'euros dans l'UE, contre 39,4 milliards d'euros aux États-Unis. Et le problème, c'est celui des entreprises. Lorsqu'elles arrivent en phase d'expansion, elles ne trouvent pas ce relais-là. Voilà. Merci Françoise. Emmanuel Jessua, c'est à vous. Et puis notamment peut-être pour aller plus loin sur le cadre, les nouvelles institutions qui seraient nécessaires pour dynamiser l'Europe. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, là, on se pose la question de si l'Europe sera en tête de la course. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Il y a un retard européen, en particulier vis-à-vis des États-Unis. On a une plus faible contribution des innovations à la croissance, du capital en technologie de l'information, du capital numérique, du progrès technique global, ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. On a une R&D privée par rapport au PIB qui est plus faible, de l'ordre de 1% en moyenne en Europe. C'est pas qu'un problème français, c'est un problème globalement européen par rapport aux États-Unis où la R&D privée c'est plutôt 2% du PIB, et le Japon et la Corée c'est plutôt autour de 3%. Donc il y a vraiment des écarts très importants au désavantage de l'Europe. Et puis il y a un problème de concentration finalement des performances d'innovation sur un petit nombre d'assez grosses structures en France, et il n'y a pas assez d'entreprises. Il y a toute une littérature qui se développe sur des données d'entreprises qui montre qu'il n'y a pas assez d'entreprises naissantes, très innovantes, très disruptives qui arrivent à croître. Et là encore, ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème plus généralement européen. Alors Françoise Benamou a évoqué quelques explications, effectivement. Ça nous pose
plus largement la question finalement des institutions nécessaires dans un monde qui n'est plus un monde de rattrapage comme on a pu le connaître dans les 30 Glorieuses, mais dans un monde où les économies sont à la frontière technologique et donc où la seule manière de créer durablement de la nouvelle croissance, au-delà de la démographie et de l'augmentation du facteur travail, c'est l'innovation. Et donc l'innovation, c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice, il faut que des nouvelles entreprises se créent pour qu'elles remplacent d'autres. Donc la solution, c'est pas le colbertisme high-tech, c'est pas créer un grand moteur de recherche européen, c'est arriver à trouver les bonnes institutions. Qu'est-ce que peut faire l'Europe là-dedans ? Il y a plusieurs axes. Il y a évidemment le fait de continuer à harmoniser les meilleures pratiques comme elle le fait en termes de flexibilité du marché du travail, qui va permettre à la main-d'œuvre de mieux aller vers les entreprises les plus efficaces. Il y a également la question de politique commune. Par exemple, l'unification du marché des capitaux. Dans un monde à la frontière technologique, le financement bancaire prend un peu moins d'importance que le financement par fonds propres en haut de bilan, que le capital risque. Et donc là, il y a tout un enjeu d'unifier, de désenclaver les marchés nationaux. Il y a probablement aussi aller plus loin dans le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle pour éviter le maximum de barrières à l'entrée aux entreprises les plus disruptives. Et puis je terminerai par la question de la mobilité géographique, parce qu'effectivement, pour faire au mieux jouer les effets d'échelle, il y a le financement, mieux jouer les effets d'échelle au niveau européen, il y a le financement, mais il y a aussi la main-d'œuvre. Et donc, il faudrait que la main-d'œuvre puisse aller beaucoup plus facilement entre les pays, parce qu'il y aurait des hubs ou des clusters sur telle ou telle spécialité technologique. Et ça pose le problème de l'intégration européenne, de la poursuite de l'intégration politique européenne, parce qu'on voit bien que politiquement, une mobilité accrue du travail ne peut pas être soutenable si par ailleurs des pays se retrouvent vidés finalement de leur main-d'œuvre. Et donc ça pose la question par ailleurs de l'union politique de transfert, de budget européen, qui pourrait être aussi l'allié d'un meilleur dynamisme économique favorable à l'innovation et voire d'une flexicurité à l'européenne. Merci beaucoup. Éric Le Boucher, nous avait promis une table ronde plus optimiste. Je ne suis pas convaincu, sachant que André Loxcook-Pietri ne va pas nous dire que l'Europe va rattraper son retard technologique. Je me trompe, André ? Alors déjà, merci Manuel, tu as du mal à prononcer mon nom, c'est un peu naturel parce que je suis à la fois... J'ai toujours eu du mal. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et j'ai toujours eu du mal. Je suis à la fois allemand et français, et l'autre chose, je suis un de ces rares personnes, comme Laurent Birgorn le citait, qui suis passé du privé au public. Et de l'investissement aussi. Et de l'investissement à la chose publique. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais je ne sais pas quelle est la question, mais si la question... la question, c'est est-ce que l'Europe peut rattraper son retard technologique ? On a déjà eu 2 réponses qui sont quasiment des non, et avec plutôt des réponses qui consistent à dire essayons alors d'organiser un environnement qui nous permette de compenser cette faiblesse technologique. Alors, moi, je vais enfoncer le clou. Voilà. Je vais terminer par une note positive. Le clou, c'est qu'on est effectivement en train de se gausser, on l'a vu lors du rapport Villani, on le voit dans toutes les déclarations des politiques, j'imagine qu'on est entre nous ici, on a les meilleurs talents, etc. Non, on a totalement loupé la guerre. Je vais aller beaucoup plus loin que vous. Dans l'intelligence artificielle, qui est la grande bataille de la France en ce moment, 2017, donc c'est hier, 48% des investissements, c'est en Chine, 38%, c'est aux États-Unis, 14%, c'est le reste du monde. Dans le reste du monde, il y a le Japon, il y a la Russie et il y a l'Europe. Redonne les chiffres, André. 48, 38, 14. Ça, c'est l'investissement en capital risque en intelligence artificielle. Deuxième chose, les 10 plus grands groupes mondiaux sont tous américains ou chinois, mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a 4 ans, 4 sur 10 étaient technologiques. Aujourd'hui, 7 sur 10 sont technologiques. Dans 12 ou 24 mois, 10 sur 10 sont technologiques. Et ça veut dire quoi ? Au-delà de l'aspect tech, qui n'est pas juste le focus de ce panel, c'est que la croissance, les emplois, la souveraineté de demain sont technologiques. Elles sont tirées par l'innovation. Et moi qui ai vécu 10 ans en Chine, je peux vous dire ce qui je pense qu'on n'a pas encore totalement compris, c'est que la technologie amène avec elle des valeurs. Et ce qui est en train de se passer, le système orwellien, alors je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont fascinés par la Chine, et je le suis aussi, qui est en train de se mettre en place en Chine, c'est totalement à l'inverse. Par contre,
la chance, et je vais terminer par ça, la chance qu'on a en Europe, c'est que justement cette disruption qui est quand même hyper anxiogène pour 90% de la population, peut-être pas ce petit groupe assez élitiste, mais qui, pour elle, l'IA, la cyber, tout ça c'est anxiogène. La chance qu'on a, c'est que cette disruption permet justement de rebattre les cartes. Il a été parlé de Cambridge Analytica, qui aurait cru que c'était finalement un tout petit peu plus fragile. Alors entre-temps, la valorisation, elle est bien remontée, donc il ne faut pas s'en réjouir parce qu'il n'y a justement pas d'alternative. Mais l'idée, c'est de créer la nouvelle, ce qui va se passer après. Et là où on a un problème de leadership politique clair, c'est que quand on voit, vous avez tous vu peut-être l'image de SpaceX revenir avec ses 2 boosters, enfin c'est Star Trek là en janvier quand ils ont une fusée. La réponse de l'Agence spatiale européenne, ça a été on va faire nos propres fusées réutilisables. Mais c'est l'histoire d'aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que les dirigeants d'entreprise réfléchissent à la suite. La blockchain dont il a été parlé, c'est l'arme de destruction massive des plateformes parce que justement ça enlève la nécessité d'avoir une plateforme concentrée, centralisée. Ça enlève le tiers de confiance. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et ça, c'est ce que l'Europe doit faire, c'est changer les méthodes. Le problème, c'est que je pense que les têtes ont changé, notamment en France. L'étage intermédiaire est incapable de comprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous donner, et je vais terminer là-dessus, ce que nous, on a fait. On a fait une proposition en août 2017 de créer une agence d'innovation de rupture. Ça a été repris en 2 semaines et demie par le président de la République. Vous l'avez peut-être entendu, c'est 5 minutes de son discours à la Sorbonne. Je veux créer une agence sur le modèle d'ARPA en commençant par un axe franco-allemand. Sauf que la deuxième partie de notre proposition est de dire il faut que l'État impulse ce qui est trop risqué ou trop long terme, parce que ce n'est pas le mandat des agents du privé de le faire. Par contre, il faut que ça soit l'écosystème de l'innovation, la société civile qui s'en empare. Ah, là, c'est très compliqué. Si c'est de l'argent public, ça doit être un... Et le top-down, je pense que depuis le général de Gaulle, ça n'a jamais marché. Donc, si on est capable d'avoir un État qui se concentre et qui impulse et qui ensuite fait confiance, je pense que le problème majeur qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que les dirigeants ne font pas confiance à leur population. Alors, ils essayent de créer des startups, c'est super de se prendre en photo à Station F, mais il faut aller beaucoup plus loin. Florence voulait redire son oui, optimisme. Oui, voilà, exactement. Il y a 2 choses qui me semblent importantes. La première, alors je ne voudrais pas avoir l'air de plaider pour ma paroisse, mais je suis absolument persuadée qu'on a un problème sur la recherche universitaire par rapport notamment aux États-Unis où vous avez une université très riche avec des capacités de recherche qui sont énormes. Or, c'est souvent de là que partent des innovations dont vont ensuite s'emparer des entrepreneurs, etc. Et là, cet effort, il faut le faire et de manière pan-européenne. Alors peut-être pas les 27, mais quelques pays pour essayer donc d'enrichir et de conforter nos universités. Puis le deuxième point qui me semble quand même un peu positif, c'est que a été créé un fonds de capital risque en Europe pour essayer d'avoir justement un fonds qui ait un peu plus de moyens et qui puisse répondre justement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de trouver de l'argent, non seulement pour créer les entreprises, ça on trouve, mais surtout pour leur développement. André. Un tout petit commentaire. Sur la recherche, totalement d'accord. Enfin, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de choses qui se développent, mais cette méthodologie, qui est celle dont on essaie de s'inspirer, qui est de dire il ne faut pas s'arrêter à des papiers de recherche quand on fait de la recherche fondamentale, mais il faut l'amener jusqu'au prototype et ensuite le reste du système de financement, les industriels s'en emparent. Sinon, on se retrouve avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a plein de choses sur étagère. Au pire, on n'en fait rien, et au mieux, justement, moi je les appelle pas centres de recherche de Facebook ou de Google à Paris, c'est les centres de recrutement, viennent se servir. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous donner une anecdote. On a rencontré un député européen qui est patron de ce qu'on appelle la STOA, c'est-à-dire la patronne de l'Office d'évaluation des technologies, et qui nous disait 80 milliards d'euros, c'est le montant qu'on investit en Europe sur le programme cadre dans les 7 dernières années, c'est pas assez, il nous faut 160 milliards. D'abord, il faudrait qu'on nous dise ce qui a été fait avec les 80 milliards dans les semi-conducteurs, dans le quantique, dans la génomique. Pas grand-chose. Et le problème, c'est pas l'argent, c'est la rapidité et surtout l'agilité. Là, je m'inscris en faux, je ne crois plus, alors que je suis un Européen quasiment génétique, à la capacité de l'Europe à être agile, rapide, tout ce qui a été dit pendant toute l'après-midi. Mais quand vous dites l'Europe, c'est Bruxelles.
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, je veux pas, c'est un discours qui ressemble presque à un discours populiste, mais ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est qu'il ne faut pas laisser le monopole, du long terme à Pékin, et deux, le monopole, on va dire, de la décision à des sphères aujourd'hui en top-down. Il faut être beaucoup plus... L'innovation, enfin on le sait tous, dès qu'il y a un comité, dès qu'il y a des durées, on est de plus en plus hors sol parce qu'on a des temps qui se réduisent, donc il faut être dans cette agilité maximale. Et il faut absolument faire confiance. Mais c'est aujourd'hui un problème de méthodologie. Le problème, c'est que, on l'a bien vu, j'ai trouvé que la dernière table ronde était particulièrement déprimante, c'est qu'on a eu une promesse de changement forte dans les méthodes. Aujourd'hui, ce que je constate, et c'est pas parce que je suis corse que je le dis, c'est qu'il y a une verticalité de la décision on est en train de creuser notre tombe. S'il vous plaît, ne passez pas le message 55 rue de Faubourg, sinon je vais avoir un problème. Entre nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on est entre nous. Bon, je pensais non, pas quand même, je voudrais terminer sur une question pour essayer de... Est-ce que quand même cette vague d'entrepreneurs qu'on a, je vous posais la question, on n'avait pas ça il y a 20 ans. Donc c'est quand même, ça va dans le bon sens. Alors peut-être que ensuite les entreprises ne croissent pas, mais si déjà elles naissent, c'est déjà un début. Je vais prolonger la question parce qu'on a aussi une opportunité entre guillemets historique, c'est le nombre d'entreprises qui vont être cédées, transmises, et dont beaucoup sont des entreprises qui avaient eu du mal à s'adapter un petit peu. Hein. Et donc on sait que quand ces entreprises sont reprises, une grande majorité connaît une trajectoire à nouveau ascendante. Ça aussi, c'est une opportunité pour revivifier notre tissu économique. C'est la destruction créatrice, hein, voilà, que vous décrivez. Mais moi, enfin, pour répondre à ce que tu disais, je pense que cet éparpillement des moyens, c'est bien que 1000, comment disait Mao, je ne sais plus, là, 1000 initiatives puissent se développer, mais il y a un moment donné où il faut, voilà, ça c'est très mal terminé, et il y a un moment donné où il y a des choix à faire, et c'est vrai qu'on est plus dans l'éparpillement. Et quand on voit, par exemple, quand la France va dans la Silicon Valley, on a, alors on va dire, 350 startups étaient là, etc. C'est peut-être pas ça qu'il faut, il faut peut-être un petit peu plus concentrer, choisir, etc. Voir ce qui est susceptible de se développer et pas n'importe quel microservice. Non, parce qu'on est toujours très excité à l'idée de voir qu'il y a des dizaines de startups françaises au CES de Las Vegas. Si on regardait 2-3 ans après celles qui ont vraiment fait quelque chose, voilà, on modérerait peut-être un peu le jugement. Non ? Oui, moi j'ai peut-être un angle très très biaisé, c'est pourquoi est-ce que tout le monde parle aujourd'hui d'innovation de rupture ? C'est un mot qui est devenu très à la mode, on en parle matin, midi et soir, mais ça révèle la réalité qui vous a été décrite depuis maintenant pas mal d'intervenants, qui est de dire aujourd'hui que la valeur se concentre. Et donc si on est avant être numéro 2 ou numéro 3, c'était une opportunité. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité que d'être dans la disruption. Mais c'est là où le message est optimiste pour l'Europe. Par contre, moi, ce qui m'a fasciné, vous avez peut-être vu l'audition de Zuckerberg au Parlement européen. Alors, ils étaient mieux préparés que leurs collègues américains, mais ce qui était terrible, c'est que ces 11 hommes et une femme on n'était que dans l'acrimonie, dans l'agressivité peut-être justifiée, mais il n'y avait pas de modèle alternatif. Quand un parlementaire demande, Monsieur Zuckerberg, qui est votre concurrent, mais c'est à nous de favoriser l'émergence, mais pas d'être en suiveur. Je reprends mon histoire de l'espace. Il faut imaginer, et peut-être que pour l'Europe, une des choses essentielles, c'est justement qu'on n'est pas dans le normatif pur, mais qu'on utilise tous ces sujets de vie privée, qui même pour un Chinois ou même pour quelqu'un de la Silicon Valley est un sujet important. Que c'est quand même incroyable qu'on ait eu les premiers, cette notion de développement durable, que Al Gore en ait fait un marketing extraordinaire, et que c'est aujourd'hui les Chinois qui sont en train de ramasser la mise, et que les grandes usines de batteries, et que les grandes innovations dans le domaine de la smart grid, alors peut-être qu'il est fait un petit peu, j'entendais Isabelle Cochet à l'instant, mais la plupart de ces innovations aujourd'hui, elles se passent en Chine, et donc il faut mettre le paquet, il faut faire des paris, il faut arrêter. Et je vais vous donner un dernier exemple, excusez-moi, le glyphosate. Un des premiers défis que Jedi va lancer, c'est de trouver un remplaçant au glyphosate. Savez-vous aujourd'hui qu'aujourd'hui le glyphosate, on en parle partout, il est investi 230 000 € pour trouver un remplaçant. C'est dingue! Donc sortons par le haut, en faisant pas un truc clivant entre les agriculteurs et le reste de la société, mais en utilisant la technologie pour ces sujets justement for good.
Juste un dernier mot qui est peut-être un problème de culture aussi entre l'université, la recherche et l'entreprise. On a un problème effectivement de passage de la recherche fondamentale aux innovations effectivement économiquement viables, et on a un problème d'absence de recherche fondamentale dans les entreprises privées, en tout cas en France et plus généralement en Europe par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon. Et donc ça, il y a des barrières à faire tomber. Merci Françoise, merci messieurs.